Merci beaucoup, Thur, et merci à tous d'être venus aussi nombreux aujourd'hui pour cette séance spéciale consacrée à Edwige Razafi. Mais avant de commencer, comme Thur l'a dit, donc cette présentation-ci aujourd'hui est donc dans le cadre de ce projet qui s'appelle À voix haute, parole de femmes, parce que effectivement il y a eu beaucoup de femmes qui ont marqué l'histoire de ce pays, d'autres très connues, d'autres moins connues, et c'est la raison pour laquelle on a choisi Edwige Razaf, qui était une grande praticienne de la photographie, et comme cette maison est un musée de la photographie, nous avons donc cherché à montrer à la connaissance du monde entier un personnage qui a marqué cette histoire de la photographie à Madagascar, Edwige Razaf. Edwige Razaf, que nous avons déjà présenté dans cet ouvrage-ci, pour vous dire que Edwige Razaf est un nom qui commence à être vu circuler dans le monde de la photographie. Edwige Razaf, dans un ouvrage en anglais, A World History of Women Photographers, et aussi une histoire mondiale des femmes photographes. Et Edwige Razaf fait partie de ces femmes illustres qui marquent l'histoire de la photographie à Madagascar. Mais avant de parler d'Edwige Razaf, que moi je ne vais pas présenter, mais Liv va en parler, pour un peu nous mettre un peu dans l'ambiance du contexte d'Edwige Razaf et de l'histoire de la photographie de Madagascar, parce que ce n'est plus à rappeler. Le musée de la photographie est une institution qui cherche à constituer ce patrimoine photographique malgache, valoriser ce patrimoine photographique malgache, pour surtout partager l'histoire de Madagascar et les cultures malgaches. Et dans cet objectif-là, nous continuons, et c'est notre travail au quotidien, de rassembler toute image représentant Madagascar réalisée par des Malgaches ou d'autres nationalités, que nous numérisons tous les jours, afin de constituer notre base de données qui sera à la longue donc ce patrimoine photographique malgache dans sa version numérique. Nous ne sommes pas propriétaires de photos, mais il y a des gens d'ailleurs et de Madagascar aussi qui nous donnent leurs photos, qui nous prêtent leurs photos pour alimenter cette base de données qui va devenir donc ce patrimoine photographique malgache. Et au cours de cette mission citoyenne au quotidien, nous sommes à la rencontre de plusieurs personnages dans le passé, et Edwige Razaf en faisait partie. Et Edwige Razaf, qui n'est autre que la fille d'un photographe très connu à Tananarive dans les années 30, Joseph Razafi. Mais qui est Joseph Razafi? Et avant de parler de Joseph Razafi, revoyons un petit peu l'histoire de la photographie à Madagascar. William Ellis, un missionnaire de la London Missionary Society, une mission protestante de Londres, qui était présente à Madagascar depuis 1818, après la signature du traité diplomatique anglo-malgache de 1817. William Ellis était venu à Madagascar en 1853 pour la première fois apporter la photographie. La photographie n'était pas sa première mission. Ellis était venu pour des raisons politiques principalement et religieuses, mais il avait apporté la photographie pour séduire la cour, afin d'obtenir une autorisation de rester, parce que nous savons que sous Ranaval la première n'avait autorisé aucun étranger à rester sur son territoire, sauf la Borde et de la Stèle. William Ellis arrive en 1853, emmenant avec lui la photographie, mais n'ayant pas obtenu l'autorisation royale, il était resté à Tamatave, attendre après un mois. Il a dû faire demi-tour, il était rentré, parce que Ranaval la première n'a jamais accepté à ce qu'il vienne. En 1854, William Ellis revient, il était resté à Tamatave de nouveau, mais encore une fois, pas d'autorisation royale. Dans la cour de Tananarive, Rahanirek, le frère jumeau de Raumban, était le Chief Secretary of State, qui était donc, il était le secrétaire d'État aux affaires étrangères, qui a réussi à persuader la reine de l'utilité d'avoir Ellis dans le royaume, parce que nous savons que Rahanirek a fait ses études en Angleterre. 1856, finalement, Ranaval la première accepte à ce que Ellis arrive à Antananarive. Nous sommes en août 1856. William Ellis arrive, mais Ranaval la première n'a jamais accepté la présence d'Ellis parce que Ranaval la première n'aimait pas la photographie. Mais cela n'a pas empêché Ellis de travailler, parce que le prince Rakout était très curieux et aussi très convivial avec
le missionnaire, et Élise a pu réaliser les toutes premières clichés photographiques à Antananarivo en 1856. Élise était restée un mois et n'a pas obtenu une prolongation de séjour. C'est qu'après la mort de Ranaval, la première seulement, que le prince Rakut, devenu Radama II, va faire appel à Élise pour devenir son photographe officiel. 1862, William Ellis revient, et avec lui, un personnage qui va marquer l'histoire de la photographie malgache parce qu'il était venu avec le jeune John Parrett, qui va s'occuper de l'imprimerie de la LMS. De 1868 jusqu'en 1865, William Ellis photographiait les dignitaires, Radama II, sa famille, ses cousins et d'autres membres de la haute société du XIXe siècle de cette époque-là. Il s'en va en 1865, John Parrett reste. John Parrett fait fonctionner l'imprimerie de la LMS et en même temps, il forme des jeunes. Parce que à Antananarivo, il y avait l'école des Friends Foreign Missionary, FFMA, c'était l'école des Quakers qui formait donc les jeunes qui voulaient devenir des techniciens de différentes disciplines. Et ces jeunes-là se formaient également à côté de John Parrett. John Parrett formait les jeunes en typographie, en lithographie, c'est-à-dire des photos d'imprimerie, des reproductions d'images en imprimerie. Parmi ces jeunes-là, il y avait Joseph Razafi. Joseph Razafi, Liv nous en parlera mieux tout à l'heure, Joseph Razafi qui est un des fils des nombreux enfants du pasteur Josefa Andianevravela, chapelain de la reine, envoyé en exil à l'arrivée des Français en 1895. 1897, excusez-moi, non, je pense déjà à René Lerfond qui était parti en exil en 1895. Alors, Joseph Razaf était parmi les premiers élèves malgaches formés par John Parrett qui s'exerçaient en typographie et en lithographie auprès de l'imprimerie de la LMS qui se trouve encore à Imarivlant et aussi imprimerie des Quakers qui se trouvait à Faravouj. Le temps avance et vers la fin du XIXe siècle, un des premiers photographes de studio malgache, Razak d'abord en 1886, ensuite il y a eu un certain Razaf Tiev en 1899 qui arrivait sur la scène, un autre arrivé, Rames, et sur la rue Auger Dufresne où va se trouver le studio Ramilzone, il y avait les frères Timamang. Joseph Razaf, quant à lui, il opérait à Ampasan Sadoud. Tout le monde se demande où se trouve Ampasan Sadoud. Seuls les familiers savent où c'est Ampasan Sadoud. Beaucoup d'habitants de Tananarive ne savent pas où se trouve Ampasan Sadoud. Ampasan Sadoud, c'est tout simplement pas loin de chez nous. Vous avez le quartier d'Antsaabé, vous avez le tunnel, il y a la rue qui descend, vous avez la fondation Raoul Folro. C'est ce secteur-là qui est Ampasan Sadoud, jusqu'au carrefour qui sépare donc les chemins pour Ambandi, l'université, la route circulaire et Ampasan Sadoud. Je crois qu'on l'a, c'est ça. Donc ça, c'est une vieille photo des années 40. Hein. Mais nous pouvons reconnaître, donc, depuis ici, nous descendons de l'université, ça va rejoindre la route circulaire. Ça, c'est la rue qui descend, très difficile en heure de pointe. Et ça, c'est la rue qui va continuer jusqu'à Ambandi. Est-ce qu'on voit à peu près où est Ampasan Sadoud? On n'est plus tellement habitué de dire Ampasan Sadoud. Hein. Les gens disent Antsaabé, mais ce n'est pas Antsaabé, c'est Ampasan Sadoud. Et cette grande maison-là, c'est la maison qui appartenait au pasteur Joseph Andianevravela, qu'il va laisser en héritage donc à une grande descendance. Liv en parlera tout à l'heure. Mais alors, Joseph Razaf tenait son studio à cet endroit-là et il signait ses photographies Joseph Razafi. Nous en avons, peut-être que je ne sais pas si vous avez déjà croisé des photos des années 30 signées Joseph Razafi, mais c'était donc le père de Edwige Razafi. J'en parle pourquoi? Parce que nous sommes en situation coloniale à partir de 1896.
Qu'est-ce qu'il y avait pendant la période coloniale? Il y avait la propagande coloniale. Et la propagande coloniale multiplie les photos anthropométriques. Qu'est-ce que c'est pour les Malgaches? Ce sont des images réductrices du Malgache indigène à l'époque. C'est la raison pour laquelle les gens viennent fréquenter les studios de professionnels malgaches. Pourquoi? Les images officielles, bien sûr, ce sont des images avec des messages clairs, ce sont des images réductrices de l'individu malgache. Les Malgaches qui ne se retrouvent pas dans ces images réductrices. Parce que les Malgaches ont leurs idées de leur personne. Et d'ailleurs, William Ellis, en 1856, il avait déjà écrit ça. William Ellis avait été impressionné par les Malgaches. Et il l'a dit dans son journal, c'est publié aussi dans d'autres articles. Les Malgaches, devant l'objectif, on dirait qu'ils étaient déjà habitués à la photographie, car ces gens qui n'ont jamais été devant un appareil photo, pourtant, ils posent. Dès qu'ils viennent vers moi, et alors qu'ils demandent à être photographiés, et ils veulent que leur soi ça reproduit, ils posent déjà un pied devant, le regard loin de l'objectif et le visage bien au clair. Et dès lors qu'il s'agit de reproduire les images en lithographie, je reçois beaucoup de recommandations. Monsieur Ellis, faites attention à ce que nos lèvres ne soient pas trop épaisses, à ce que notre teint ne soit pas trop foncé. Et Ellis avait écrit ça dans son journal. Les Malgaches étaient des habitués de la reproduction de leur image. 1865, une série des membres de la haute société arrive. Chaque fois, Ellis reçoit, attention, monsieur Ellis, vous savez. Et Ellis avait écrit ça dans son journal. Et cela a toujours impressionné, pas seulement Ellis, parce que même Désiré Charnay, qui était à Tamata avant 1863, était étonné lorsqu'il a photographié Raarla, qui était le gouverneur de Tamata avant 1863. Quand j'ai vu ce monsieur, il a dit, j'étais impressionné parce que quand je vois la solennité de ses airs lorsqu'il s'approche de l'objectif, je n'avais pas à lui demander, monsieur, prenez telle pose, parce qu'il posait comme tout naturellement, debout, digne, dans son uniforme anglaise, et regardez l'objectif, l'air distrait. Cela a impressionné les gens, parce que les Malgaches, très tôt, étaient conscients de leur image. C'est la raison pour laquelle nous sommes en situation coloniale, les gens avaient refusé ces images réductrices. C'est pour cela que les photos de studio à Tananarive principalement avaient connu un tel succès qu'en 1930 seulement, dans les années 30, au moins une vingtaine de studios photos tenus par des Malgaches étaient présents à Tananarive. Parmi ceux-là, le studio Joseph Razafi. Et bien sûr, il y a le nom que nous connaissons encore tous aujourd'hui et dont l'enseigne est encore visible sur la rue Tchoumpkib en Batfnak, Studio Ramilzon. Si vous allez chez les gens, regardez dans les albums de famille, il y a toujours quelque part une photo signée Ramilzon, mariage, communion, des photos de classe, partout, dans les bonnes familles, dans les foyers de bonnes familles à Tananarive, signature Ramilzon, signature Joseph Razafi. Parce que Joseph Razafi excellait dans les créations de portraits individuels. Et c'est dans ce milieu-là que Edwige a évolué. Edwige est née en 1919, Liv en parlera. Edwige j'ai fait des calculs et j'ai retrouvé que Edwige avait quel âge? Voilà. Razafi avait 29 ans en 1910. Il a 38 ans en 1919 lorsque Edwige est née. Quand Edwige avait 10 ans, en 1929, Razafi avait 48 ans. Razafi était dans la splendeur de son métier dans les années 40. Et Edwige avait vu tout cela. Razafi avait 58 ans lorsque Edwige avait 25 ans en 1944. Nous sommes vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Razafi a 63 ans. Razafi avait 68 ans en 1949 lorsque Edwige avait 30 ans. Tout cela, pourquoi ces âges-là?
c'est pour vous situer que nous sommes, c'est pour vous préciser que nous sommes en période d'entre-deux-guerres. Qu'est-ce que la période d'entre-deux-guerres à Antananarivo sous la colonisation? Les années 30 et 40, dans l'histoire d'Antananarivo, c'est l'âge d'or de la culture. Le théâtre d'Ambatfnak était déjà dans son plein épanouissement. Les gens fréquentaient les salles de cinéma, les gens venaient en théâtre. Et je parle de ces studios photographiques parce que nous voyons, comme les photos que nous avons sur la palissade du musée de la photographie, ce sont des photos qui datent des années 30. Qui vous dit que ce sont des photos de la période coloniale? Lorsqu'on pense colonisation, on pense les photos des gens violentés dans les grands travaux ou encore les gens sur les photos anthropométriques. Mais la magie des studios, c'est tout simplement parce qu'un client ordinaire, grâce au savoir-faire du technicien, grâce aux lumières, grâce aux compositions, les modèles, les clients deviennent des modèles et les modèles deviennent des stars. Nous connaissons l'histoire à travers les images produites par Ramilzon. Ramilzon était un contemporain de Joseph Razavi, père d'Edwige. Donc nous pouvons imaginer que c'est ce que Edwige a vu de son enfance, de sa jeunesse. Et Edwige a vu donc quelques légèretés de la culture, la liberté de la jeunesse et aussi l'accès très facile à ces studios-là. Nous allons vous présenter quelques images type réalisation donc des photographes des années 30 et principalement de Razav dont il est question aujourd'hui. Nous savons que Razav, voilà donc des types de portraits. En quoi cette photographie s'éloigne des réalisations de William Ellis en 1856? L'attrait des fleurs, le regard loin de l'objectif et les cheveux qui sont soigneusement ébouriffés. Donc ce n'est pas une pose naturelle. Et regardez la lumière sur le visage. À quoi ce portrait malgache diffère-t-il d'un portrait qui aurait été réalisé à Paris? C'est ce qui a étonné les photographes des années 30. Et aussi, la couleur n'existait pas. Mais dans la plupart des maisons de photographes des années 30, ils avaient leur jardin particulier. À quoi servaient les jardins? Nous, aujourd'hui, on a des jardins pour avoir des fleurs. Mais les jardins étaient utilitaires et fonctionnels pendant les années 30 chez les photographes parce que on recueillait les pétales qu'on écrasait pour avoir un petit jus, quelques gouttes de couleur de ces fleurs pour colorier les photos et arriver à ces résultats-là. C'était le travail de Edwige dans sa jeunesse chez son père. Liv va nous en parler tout à l'heure parce que la grande propriété de tout à l'heure était entourée de jardins et on recueillait les feuilles, pas les feuilles, excusez-moi, les pétales. Et Edwige excellait dans la production de toutes petites gouttes pour avoir les couleurs. Voilà un des travaux de Joseph Razav en matière de colorisation. On dirait une photo couleur, n'est-ce pas? C'est une photo coloriée, photo colorisée. C'était le travail de Razav. Et Edwige était témoin de ça. À part cela aussi, Tistoun, il n'y en a plus. Pardon, il n'y en a plus, mais ça c'est donc une de ces reproductions extramuros cette fois-ci, parce qu'il arrivait que les photographes aussi apportaient leur appareil, ils réalisaient des photographies en dehors de leur studio. Et voilà donc un portrait type, portrait extramuros. Pour terminer ma part, et avant que Liv ne parle, je vais présenter un dernier portrait, qui est le portrait de l'ensemble des grands photographes des années 30 qui avaient marqué donc l'histoire de la photographie à Madagascar. Alors nous avons, est-ce qu'il y a un petit bâton parce que je suis trop petite? Alors nous avons ici, on va lire de gauche à droite, debout. Vous avez à gauche le monsieur avec une petite moustache. Il s'agit de Jean Razavtchim. Jean Razavtchim, avec son frère Eugène Razavtchim, sont les enfants de Guillaume Razavtchim qui a fondé Photo-Ouva. Les Tananariviens connaissent Photo-Ouva. Photo-Ouva a marqué le paysage tananarivien jusque dans les années 80. Pendant un moment, Photo-Ouva s'appelait Photo-Stavi parce que les fils de Razavtchim avaient choisi le nom de Stavi
pour par la suite revenir vers le nom de Fotowuv. Fotowuv a existé à Antananarivo jusqu'en 2012, lorsque Jean Razaftimu, donc un petit-fils de ce monsieur, avait fermé la porte. Donc Fotowuv, c'est lui, c'est Jean Razaftimu. À côté de lui, le monsieur en sourire, c'est Ramilzon. Ramilzon, son prénom, Ramilzon tout court, c'est celui qui a créé le studio Ramilzon. Dans l'enseigne se trouve encore, regardez bien lorsque vous allez chez Niaouli, en face, il y a une façade blanche avec une enseigne en relief, studio Ramilzon, c'est lui. Et le studio Ramilzon avait 2 entrées parce qu'il y avait cette entrée-là, mais si vous descendez depuis Andoualo, Imarivlant et Ambatfnak, arrêtez-vous devant la maison de couleur rose. Il y a une notice historique qui indique que c'était là aussi, c'était la première entrée du studio Ramilzon. Ramilzon avait commencé là au début pour ouvrir son autre studio qui s'ouvre sur l'ancienne rue Guillen à l'époque. C'était lui. 3e personne debout, vous avez Joseph Razafi, un contemporain de Ramilzon, père d'Edwige. Ensuite, vous avez Razaka fils. Peut-être chez vos grands-parents aussi, vous avez des photographies signées Razak. Quelquefois Razak, quelquefois Razaka fils. Razaka fils, c'est lui. Mais Razaka père, c'est celui-ci qui est assis. Razaka, donc le père, était le spécialiste des photomontages. Nous sommes à la fin du 19e siècle. Lorsque nous voyons dans les photographies anciennes ou encore dans les histoires d'églises à Madagascar, des photos de temples au milieu et des missionnaires ou des pasteurs sur les 2 côtés, ce sont les photos réalisées par Razak. C'était sa spécialité. Parce que Razak, élève fervent des protestants, des Friends, il avait honoré donc sa mission de formation en réalisant ses photomontages. Ensuite, il a formé son fils et il a Razaka fils. À côté de lui, mystère pour moi, mais nous allons voir donc les gens assis. Par la droite, nous avons sur première personne assise à gauche, Rasson, un nom qui a marqué la photographie dans le quartier d'Antananarivo. Rasson, ensuite, il s'est déplacé, il a déménagé à Mbundrn. Rasson était très connu des Tananariviens des années 30 parce que Rasson a réalisé des photographies nocturnes, rares à l'époque. Parce que les gens sortaient le soir, pour nous aujourd'hui, tuk-tuk, tuk-tuk, smartphone à gauche et à droite, nuit, jour, à l'aube, au crépuscule, tout va. Mais dans les années 30, avoir des photos la nuit, c'était de réelles prouesses. Et Rasson excellait dans les photos de studio nocturnes. Et on le connaissait pour cela. À côté de lui, nous avons un autre photographe, dont j'ignore le nom. Mais à côté de lui, il y a un grand monsieur qui s'appelle Rassoul Nzatouv. Rassoul Nzatouv était un Boudzatouv. Rassoul Nzatouv était très connu par les Malgaches aussi, parce que Rassoul Nzatouv opérait à côté de Ramilzon. Et Rassoul Nzatouv et Ramilzon se passaient les clients. Parce que Rassoul Nzatouv était aussi un maître des portraits. Et Rassoul Nzatouv, lorsqu'il signe ses photographies, il signe artisan photographe. Alors que Ramilzon, il ne dit rien, il dit juste Ramilzon. Parce que Ramilzon se définit comme artiste, mais pas artisan. Et je ne vais pas parler de Ramilzon parce qu'on en a déjà parlé et on en parle tous les jours. On en parlera peut-être plus tard encore une fois, mais aujourd'hui on ne va pas parler de Ramilzon. Mais Rassoul Nzatouv, c'était donc un homologue de Ramilzon. Et à côté de lui, bien sûr, il y a Razaka père. Et il y a aussi Ranje Manaten. Et il y a aussi ce photographe dont je ne me rappelle pas le nom, mais qui était à Issouchi. Donc, si vous voyez ces têtes-là, si vous voyez ce portrait-là, nous avons ici l'ensemble des grands photographes des années 30 à Antananarivo. Et sur ce, je vais passer la parole à Liv pour parler d'Edwige, parce qu'il s'agit d'Edwige. J'ai juste tracé donc le tableau de l'histoire de la photographie. Mesdames et messieurs, je vous remercie.
Oui, je remercie Elianta Razonarson pour sa prestation et surtout d'avoir mis en lumière la photographe Edwige Razavi. Elle a contribué à la mettre en lumière déjà dans ce livre, Une histoire mondiale des femmes photographes, dans lequel on trouvera à la page 248 un article sur Edwige Razavi. Et ce livre a été édité également en anglais. Et je la remercie de continuer par ce Café Histoire aujourd'hui. Merci également à Thiour et à toute l'équipe du musée. Et je vous remercie d'être là. Je vous dis bonjour à tous et merci d'être là. Donc, elle m'a déjà présenté, donc on va tout de suite passer à ma tante Edwige Razavi. Edwige a passé, je dis Edwige, ça ne fait rien, parce que pour moi c'était une tante, mais une amie aussi. On était tout le temps ensemble. Donc, Tanti Edwige, ou Tanti Ed, comme on l'appelait aussi, est née en 1919 et a passé son enfance à Diego Suarez. Donc, on commence par les photos d'enfance prises par son père à Diego. On a ici Edwige à gauche. Donc, on voit que c'est encore une enfant qui tient sa poupée et puis qui se fait photographier. La photo suivante, on voit déjà que Edwige, encore enfant, prenait soin de sa mise pour se faire photographier. Et elle avait, je raconte déjà, elle avait l'idée, elle a trouvé donc que son père faisait de belles photos et elle a eu l'idée pour se faire accepter dans le studio d'apprendre les langues. Donc elle savait dire bonjour dans au moins 6 langues parce que quand elle accueillait les clients, donc, et si elle entre dans le studio, la mère dit « Non, laisse ton père travailler ». Et puis les clients disent « Mais non, elle est si gentille, laissez-la ». Et donc c'est comme ça qu'elle a pu… Oui, et elle assurait l'accueil donc. Et elle a appris la langue des Indiens surtout, parce qu'il y a beaucoup d'Indiens à Diego à cette époque. Et je passe tout de suite à une anecdote. Après, on continue les photos d'Edwige. Donc, elle aimait raconter qu'une fois, il y avait un gouverneur de Tananarive qui venait à Diego. Et l'administration locale a demandé à la population de venir nombreuse. Les Indiens venaient nombreux aussi, mais les Indiens maîtrisaient surtout l'anglais à l'époque. Donc, voyant donc la foule, les gens venus nombreux l'accueillir, le gouverneur a dit « Oh, je suis ému, vive Zémi !» s'écriaient tous les Indiens. Bon, on continue. Là, donc, c'est une photo toujours par son père. Il y a Edwige à gauche, au bout. Oui. Edwige est au bout, donc. Il y a Oui. Edwige est sur la photographie, mais nous voyons les poses et nous voyons comment les gens se tenaient pour se faire photographier. Ces poses-là ne sont pas nouvelles parce que même du temps de Élise déjà, Élise était frappée par l'aisance des magages devant l'objectif. Bien sûr, et comme il y a Honoré de Balzac, lorsqu'il a écrit La comédie humaine, il avait dit que les humains aimaient être représentés dans leur meilleur jour et aussi dans leur plus beau jour. Donc on cherche à magnifier ce que l'on a. Et cela n'a pas échappé à Élise lorsqu'il était venu. Élise est bien avant, mais ça a déjà été remarqué par Élise, continué au XIXe siècle, et au temps de Joseph Razaf, la pratique est restée, regardez. Ce n'est pas une photo anodine parce que Edwige avait des chaussures. Sachant que dans les années 20, 10 et même pendant la colonisation, les jeunes filles malgaches ne portaient pas de chaussures. Seules les femmes mariées portaient des chaussures. C'était des pratiques anciennes.
les filles pas mariées par les chaussures. Et attention, mademoiselle Edwige a des bottines. Elle était en short, mais quel malgache se mettait en short. Pas malgache dans les années 30. Et elle lâchait les cheveux. Généralement, on ne lâche pas les cheveux, les femmes malgaches ne lâchent pas les cheveux. C'est lorsqu'on est en phase de deuil que la femme endeuillée lâche les cheveux. Mais cette jeune fille, elle est particulière, que dès sa jeunesse déjà, vous avez ça, et ça va marquer la vie d'Edwige. Oui. Lui va pas en parler, et regardez les filles à côté. Ce sont des poses apprêtées, parce que ce ne sont pas des photographies spontanées. L'instantané n'existait pas encore. Et toutes les photographies des années 30, et même avant, surtout avant, étaient des photos préparées. Donc nous avons ici une photo préparée. À nous de deviner quel était le message. Oui, et Edwige donc était à l'école officielle de Diego Suarez, enfin ses frères et sœurs également. Et donc voilà le carnaval de l'école officielle sur laquelle, sur cette photo donc, Edwige tient une mandoline, là, troisième à partir de la gauche, debout. Et puis il y a ses sœurs aussi, et puis ses camarades d'enfance. Enfin, ça me rappelle encore une petite anecdote. Elle a demandé à une camarade de classe, comment tu t'appelles? Isabelle. Isabelle comment? Isabelle tout court. Et elle l'aperçoit dans la rue. Isabelle tout court. Bon, photo suivante. Bien, je laisse Eliante à exposer parce que, enfin, Edwige donc faisait beaucoup d'autoportraits et donc je préfère que ce soit Eliante qui expose. Merci. Alors, nous voyons ici Edwige dans son studio. Edwige a utilisé le retardateur. Voilà. C'est l'histoire de cette photo. Comment les photographes réalisaient les autoportraits à l'époque. Edwige, elle a depuis longtemps maîtrisé les techniques de la photographie. N'oublions pas, elle est fille de photographe. Elle a évolué aux côtés de son père et elle a vu son père donc manipuler l'appareil photo. Et Edwige était familière du retardateur parce que ce n'est pas la seule photo qu'elle avait faite d'elle-même. Et nous voyons comment elle est apprêtée. Commençons par les chaussures d'Edwige. Dorées ou argentées, je ne sais pas, mais en tout cas, ce sont des chaussures d'apparat, ça. On ne porte pas ça dans les rizières et on ne vient pas avec ça à l'école. Mais attention, Edwige a choisi ses pieds à côté de ce bouquet de fleurs. La dorure avec les fleurs, ça explique toute la féminité d'Edwige. Regardez comment elle a étalé sa robe, car nous savons, c'est ce que Liv m'a raconté, hein. Edwige avait une couturière et Edwige aimait se mettre en grande beauté comme ça, même en temps ordinaire. Voilà donc Edwige dans ses beaux jours. Et elle a étalé sa robe, comment elle pose ses mains sur ses genoux. Les mains sont très explicatives, excusez-moi, et les mains expriment beaucoup de choses. Edwige, elle a regardé les mains, les doigts nus, effectivement parce que Edwige était célibataire. Et ça a une signification. Comment elle pose sur son pied, sur ses genoux, ses mains. C'était une femme posée et vous avez la sérénité de cette présence féminine, la robe et aussi l'ensemble des accessoires d'Edwige, collier, boucle d'oreille, rien n'est mis au hasard. Tout a une signification et vous avez donc le regard d'Edwige qui s'éloigne de la photographie parce qu'en photographie, avoir un regard frontal n'est jamais charmant et Edwige a réussi à faire ça. Et derrière, quel fond a-t-elle choisi? Parce que vous avez le rideau, car dans un studio photographique, il y a plusieurs fonds et le client choisit quel fond il préfère. Ce fond-là a pu être un palmier, ce fond-là a pu être la mer, mais elle a choisi cet intérieur qui représente donc un escalier et aussi la rambarde pour mettre en valeur les cheveux noirs devant le fond blanc que représente la rambarde.
et nous avons le reste du rideau qui est à côté. Voilà donc un autoportrait qui exprime donc tout le message d'Edwige et sa beauté. Là, nous avons Edwige, c'est un autoportrait aussi, c'est une photo prise par Edwige elle-même. Elle va à l'église en Bunnapamarinen avec Tante Mine, parce que je vois le fils de Tante Mine là, Madame Indiana Arvel-Razak, donc la femme de son frère, et puis mes parents, Arsène et Bertram Azmanen. Donc, ah oui, quand elle va en Bunnapamarinen, donc elle emmène souvent, elle emmène son appareil à retardateur. Et là, donc, elle marche, elle va vers le temple. Après, on laisse l'appareil à retardateur chez quelqu'un qu'on appelle marraine, en fait, qui habite juste à côté. C'est la marraine de ma grande sœur, donc tout le monde l'appelle marraine. Et elle la reprend. Mais quelquefois aussi, l'église lui demande aussi d'apporter l'appareil pour faire photographier une petite fête. Voilà, donc Edwige qui marche parce qu'elle aime aussi mettre ses photos. Donc elle va vers l'église. Edwige était très pieuse. Elle ne voulait pas manquer un seul culte en Bunnapamarinen. Et moi, je l'accompagnais souvent dans ses prières du soir. Et bien sûr, je continue toute seule aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était juste pour lui faire plaisir. Je ne comprenais rien parce que toute petite, elle me demandait de venir prier avec elle et je le faisais de bon cœur. Et plaisir, c'est tout. Là, Edwige a demandé à ma mère de poser pour elle. C'était à l'époque où elle n'était pas encore photographe, mais elle utilisait les appareils de son père. Elle était déjà photographe, seulement elle n'était pas encore patronne de la maison. Elle n'était pas encore patronne, voilà. Mais elle s'amusait avec l'appareil de son père, donc elle a demandé à ma mère de poser pour elle. Là encore, elle a demandé à ma mère de poser pour elle. Pose très familière. On va revenir un peu sur ce portrait de femme. Oui. À quoi ce portrait s'éloigne des images réalisées par Hamilton? Aucun. Oui. Parce que c'était le style de l'époque. Oui. Donc ces femmes rêveuses, ces femmes romantiques, eh bien, votre mère a joué le jeu. Oui. Dans la famille, donc, chaque naissance fait l'objet d'une photo de famille. Et ici, c'est la naissance de mon petit frère, le 6e enfant, de mes parents, Arsène et Bertram Azman. Et là, Edwige aime, comme je l'ai dit tout à l'heure, aime donner de la vie aux photos, aime que ça montre un souvenir, enfin les enfants donc qui jouent. Et là, c'est une dînette à Farawud. Là, on voit ma sœur Bagoul, José qui est présent dans la salle, doit reconnaître les cousins et cousines de Farawud. Bien, ils sont encore trop petits, là, on ne reconnaît plus. Mais tout cela pour dire que ce n'est pas courant d'avoir des photos d'enfants. Voilà. Donc, ce n'était pas courant de photographier les enfants, c'était surtout les adultes qui posaient. Mais Edwige, donc une des qualités d'Edwige, elle était attentive et Edwige aimait les enfants. Et il y a beaucoup de photos d'enfants réalisées par Edwige en dehors des murs du studio. Parce que Edwige, voilà pourquoi Edwige était une photographe qui voulait vraiment évoluer et elle n'était pas uniquement dans son studio et comme vous l'avez dit d'ailleurs, elle se déplace toujours avec un appareil photo. Et il y a des moments fortuits, elle prend des photos, il y a des images préparées et cette image représente comme une mise en scène, donc ces photos de scène et type des années coloniales, mais ici c'est une photo familiale. Mais elle a pris la technique de la mise en scène, donc les enfants sont là, avec les petites marmites et même celle qui imite la chercheuse d'eau qui est là avec son lampe. Il y a des soins donc dans les photographies composées et réalisées par Edwige Razaf. Donc là maintenant c'est une photo de bébé et elle montre
que même les bébés peuvent poser. Elle a demandé à mon frère Tsil de poser alors qu'il avait à peine quelques mois. Et vous voyez le geste déjà qu'Edwige a cherché à saisir. Et là, c'est moi qui pleure parce que Edwige voulait montrer toutes les humeurs chez les enfants. Et elle a fait exprès de me faire pleurer, en fait, hein, pour avoir la photo. Et là, les petites filles qui jouent à la poupée. Au début, on a déjà vu une photo de Carmen, la première petite fille de Joseph Razaf à la poupée. Puis on voit donc que Edwige reste dans le style saisir les enfants qui jouent. Et là, les enfants qui ont des bobos, les enfants jouent aussi et peuvent avoir des bobos, mais rester souriants. Et c'est moi, oui. Là, c'est le prince Saïd Ibrahim des Comores, parce que Edwige, donc, photographiait les personnalités qui venaient voir mon père qui était photographe, non, qui était, pardon, journaliste et homme politique. Et donc, le prince Saïd Ibrahim... Saïd Ibrahim n'était pas le seul étranger qui fréquentait le studio Razaf, parce que du temps du père, Joseph Razaf, déjà, il y avait surtout des Sénégalais qui étaient la majorité des clients du studio Razaf. Pourquoi ? Après la Première et la Seconde Guerre mondiale, des soldats tirailleurs sénégalais étaient restés à Madagascar et le quartier de Bétongoul aujourd'hui, d'un Païbé où il y a le ministère de la Défense, était les quartiers préférés par ces anciens soldats sénégalais restés à Madagascar, ces soldats sénégalais enrôlés par l'armée française présente à Madagascar jusque dans les années 60. Et voilà pourquoi donc il y avait des clients sénégalais qui venaient chez Razaf Père et qui continuaient à fréquenter le studio de Edwige. Et donc ce monsieur n'était pas le seul étranger qui venait au studio de la famille. Oui, il y avait aussi des Français, comme monsieur René Bergonzoli, qu'on appelait tonton Bergonzoli, mais je n'ai pas sa photo. Mais il y a une de ces photos parue dans le journal de mon père. Mais je reviens aux Sénégalais. En fait, les Sénégalais, donc, il y a des Sénégalais au début ou à un certain moment, quand ils s'étaient un peu avinés, qu'ils revenaient de l'état-major et passaient à Faravouid, ils étaient violents et puis ils donnaient même des coups de pied sous l'effet de l'alcool aux commerçants qui étaient là, qui venaient se réfugier dans la maison familiale du docteur Indianangal. Et puis, mais quand les Sénégalais venaient à la maison, ils faisaient très attention parce qu'ils tenaient aux belles photos. Ils voulaient avoir de belles photos. Et ils tenaient à voir Edwige, belle femme aussi. Ah, non, attendez, déjà du temps de Joseph Razaf, donc on demandait à Carmen, l'aînée des petites filles, de se cacher parce qu'on a peur des Sénégalais. Mais après, quand ils arrivent, eh bien même ils demandent pardon, ils nous regardent, pardon. Même il y en a qui prenaient pas cool. Ma sœur était encore toute petite, ils prenaient dans les bras, ils faisaient très attention, ils se faisaient gentils, ils se faisaient tout petits parce qu'il ne faut pas se faire renvoyer. Et puis ils étaient contents aussi des photos qu'Edwige faisait d'eux parce qu'ils voulaient qu'on change leur coiffure, que les cheveux deviennent lisses sur les photos. Et Edwige savait très bien le faire. Donc, ils étaient très attentifs, très gentils avec tout le monde et vraiment, on n'avait pas du tout à s'en plaindre, quoi. Voilà. Là, ce sont les cousines, ma sœur Bagouli, et puis mes cousines, dont Yvette Ranzeva Rabetavk, la petite fille du pasteur Joseph Rabetavk. Ils habitaient en Tsakavir, tout près, donc parmi les cousins, elle fait partie des habitués de la maison. Donc cette photo, dans les années 55 à peu près, donc montre comment étaient les gens habillés à l'époque. C'était juste, enfin bien sûr photo souvenir, mais aussi pour montrer que les époques changent, quoi.
Et là, Edwige, donc, ça c'est une photo au Polaroid. Edwige n'aimait pas le Polaroid, mais j'avais un appareil Polaroid et elle n'était pas contente des premiers résultats que je lui ai montrés. Et puis elle m'a dit, non, viens, un enfant, tu ne le photographies pas, tu es debout. Un enfant, ça joue. Donc, allons derrière la maison, dis-lui de prendre son arc. Et elle était à côté de moi, Edwige, pour me dire de prendre la photo de Daddy, mon neveu. Et oui, c'est tout pour les photos, mais je raconte quand même qu'Edwige a pleinement vécu elle a vécu une belle vie. Elle aimait rire, danser, chanter. Il n'y avait pas que la photo et elle était heureuse d'avoir pu exercer un métier qui la passionne. Et elle est partie après avoir bien vécu et on espère qu'elle a obtenu maintenant la félicité éternelle à laquelle elle aspirait. Merci Liv et merci à Liv et merci à Edwige Razaf. Et merci encore à tous d'être venus parce que sinon j'aurais parlé dans le vide et j'étais contente d'avoir partagé mes petits souvenirs avec Edwige. Merci beaucoup. Merci beaucoup.